Janine Younis, du Comité arabo-américain contre la discrimination. Bienvenue sur The Grey Zone. Merci de m'avoir invité, Matt. C'est la première fois que j'interviewe un avocat qui me représente dans une procédure contre le gouvernement. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent en ce moment savent probablement que mes téléphones ont été confisqués, saisis, puis soumis à une expertise médico-légale poussée à mon retour d'Iran. J'y avais couvert les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, parlé des crimes de guerre américains et israéliens, et, plus largement, couvert la situation sur place pendant une semaine. J'ai été pris pour cible par des propagandistes alignés sur Israël, dont Laura Loomer, en raison de mes opinions, de l'étiquette politique qu'elle m'a attribuée, et non pour un quelconque crime qu'ils auraient pu démontrer que j'avais commis. Il n'y avait donc aucun soupçon individualisé. Nous avons d'abord déposé une requête pour récupérer mes téléphones et mes données. Et maintenant, vous et l'ADC engagez une action en justice. Alors, peut-être pouvez-vous mettre nos téléspectateurs à jour, mettre tout le monde à jour sur ce que vous faites, sur ce que cette action contre le DHS signifie et sur les raisons pour lesquelles nous la déposons. Donc, la requête initiale visait simplement à récupérer les téléphones, comme vous l'avez dit, ainsi que toutes les données. Et on pourra revenir sur ce qui se passe à ce sujet, mais elle ne permet pas d'obtenir de mesures pour l'avenir. Elle ne nous permet donc pas de demander au tribunal une injonction ou un jugement déclaratoire. En gros, le juge dirait que vos droits ont été violés et que le gouvernement ne peut pas recommencer sous peine de conséquences. C'est essentiellement ça, une injonction. Donc, comme il était assez clair que le gouvernement avait violé vos droits, et cela est devenu encore plus évident, je dirais, au cours de l'examen de la requête initiale, le gouvernement n'a jamais essayé de défendre la perquisition en affirmant qu'il y avait des soupçons individualisés. La juge a très vite dit qu'elle était préoccupée par les implications au regard du premier et du quatrième amendement. En fait, je ne sais pas si elle a précisément mentionné le premier amendement, elle a clairement mentionné le quatrième. Elle a dit que vous étiez des journalistes et que cela rendait la situation encore plus préoccupante. Elle a aussi soulevé une question liée au premier amendement. Les assignations que Trump adressait aux journalistes du New York Times, qui avaient révélé toutes les failles de sécurité et les dépassements de coûts de l'avion que le Qatar a offert à Trump. Oui, exactement. Donc, vous savez, au vu des informations qui commençaient à sortir, j'ai vu qu'il y avait une action en justice tout à fait recevable. Et puis, de façon réaliste, d'après nos conversations, vous êtes désormais inquiet à l'idée de voyager parce que vous ne voulez pas que le gouvernement fouille les appareils que vous utilisez pour faire votre travail et que ça puisse compromettre vos sources. Vous pouvez en dire davantage là-dessus. Mais il semble qu'il y ait un véritable besoin concret. Il ne s'agit pas simplement de faire un coup d'éclat pour obtenir une bonne décision. Il y a un besoin réel qu'un juge dise au gouvernement qu'il ne peut pas faire ça simplement parce que, du fait de votre travail journalistique, vous représentez une menace pour le gouvernement alors que ce travail est protégé par le premier amendement. C'est donc une injonction qui interdit toute nouvelle saisie de mes appareils lors de passage aux frontières. Est-ce que cela créerait un précédent pour d'autres journalistes visés par des forces de l'ordre instrumentalisées? Eh bien, il y a deux réponses à cette question, et c'est juridiquement assez complexe. Mais les trois premiers griefs que nous avons soulevés concernaient le quatrième amendement, le premier amendement et la loi sur la protection de la vie privée. Ce que nous demandions, c'était la reconnaissance que vos droits avaient été violés au regard de ces dispositions constitutionnelles et de cette loi, ainsi qu'une injonction empêchant que cela se reproduise à l'avenir. Nous avons aussi soulevé un quatrième grief au titre de la loi sur la procédure administrative.
En substance, nous disions que les services des douanes et de la protection des frontières appliquent actuellement une directive qui leur permet d'effectuer des fouilles, y compris des fouilles approfondies et médico-légales, des téléphones des personnes, sans mandat et sans soupçon individualisé. Donc, ils disent qu'il faut des soupçons individualisés pour procéder à une fouille approfondie, sauf s'il existe une préoccupation de sécurité nationale. Pour moi, c'est très confus. Une préoccupation générale de sécurité nationale sans qu'il y ait de personnes précises. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Ils ont une préoccupation de sécurité nationale et donc ils peuvent fouiller n'importe qui. Quoi qu'il en soit, nous affirmons que l'ensemble de la directive n'est pas constitutionnelle, qu'elle n'est pas conforme à la jurisprudence ni à la Constitution et qu'elle doit être annulée. Cela aurait donc des implications plus larges pour tout le monde. Et bien sûr, à ce stade, nous demandons seulement une décision du tribunal de district. Je veux dire, cela pourrait finir en appel. Donc cette décision ne lie pas les autres tribunaux. Mais les tribunaux examinent le raisonnement des uns et des autres lorsqu'ils rendent leurs décisions. Oui. Il y a donc une question liée au premier amendement et une autre liée au quatrième amendement. Le quatrième amendement, qui interdit les perquisitions et saisies illégales, est inscrit dans la Constitution. Mais ensuite, c'est aux différentes cours de circuit de rendre des décisions qui font jurisprudence. Et dans le quatrième circuit, où cette affaire est en cours, plusieurs décisions ont été rendues à l'ère des smartphones. Le quatrième circuit a jugé que des fouilles médico-légales approfondies nécessitent un mandat ou des soupçons individualisés. Et dans mon cas, aucun soupçon individualisé n'a été établi. Et après que j'ai refusé une fouille manuelle, à laquelle ils ont essayé de me manipuler pour que j'accepte, ils ont dit ouvertement « Nous allons procéder à une fouille médico-légale approfondie ». Ils ont eux-mêmes déclaré, dans leur réponse, avoir procédé à une fouille médico-légale approfondie. Cela semblerait donc violer ces décisions de la Cour d'appel du quatrième circuit. Et quand le juge a évoqué l'une de ces affaires, Belmont Cardozo, contre les États-Unis, l'avocat du gouvernement fédéral ne savait même pas de quoi il s'agissait. Oui, et apparemment, il ne connaissait pas non plus les affaires qui l'avaient précédé, ce qui est étrange. Enfin, je trouve ça vraiment très étrange que l'avocat qui assure cette défense n'ait même pas entendu parler de la jurisprudence établie ou ne l'ait même pas examinée. Donc j'imagine, enfin, ça me paraît étrange, mais j'imagine qu'il a simplement décidé qu'il était là sur cette question très limitée et très précise. À savoir si l'affaire était devenue sans objet parce qu'ils avaient rendu les téléphones et qu'ils affirmaient n'en avoir extrait aucune donnée. Je ne sais pas si nous les croyons, mais oui. Je pense que c'est une action en justice très solide au regard du quatrième amendement, compte tenu de ces affaires, et du fait que le juge qui préside a déjà invoqué Belmont Cardozo contre les États-Unis. Il y a aussi la question du premier amendement, qui pour moi est primordiale. J'étais en Iran en 2025, j'ai participé à un festival des médias publics, personne ne m'attaquait en ligne pour ça. Oui. Puis je suis rentré aux États-Unis et on m'a laissé revenir sans le moindre problème. Aucun interrogatoire secondaire, rien. Cette fois, alors que j'étais en Iran avec un visa de presse, et je n'étais pas la seule journaliste américaine sur place, il y avait beaucoup de journalistes américains des grands médias, tout le monde sait ce qui m'est arrivé à mon retour. À ma connaissance, aucun de ces journalistes américains n'a subi d'interrogatoire secondaire ni de harcèlement. On aurait entendu CNN s'en plaindre, tout comme NBC News. Richard Engel était là. Et j'ai été ciblé essentiellement par des lobbyistes israéliens non enregistrés et des propagandistes israéliens basés en Israël. Mais la plus importante, c'était Laura Loomer,
qui a fait licencier 6 responsables du Conseil de sécurité nationale après une réunion avec Trump et son entourage proche. Elle a voyagé à bord d'Air Force One. Elle est considérée comme influente. Elle était justement à la soirée de victoire de Randy Fine. Je ne pense pas qu'elle ait tellement aimé ça qu'elle ne se soit pas lavée du muscle de Randy Fine depuis des jours. Et elle me ciblait, appelant à mon arrestation, demandant qu'on me retire mon passeport et qu'on me prive en gros de ma citoyenneté. Elle n'a jamais pu désigner le moindre crime que j'aurais commis. Elle disait juste « Oh, il faudrait simplement qu'on enquête sur elle. » Et puis voilà que ça arrive. Il est donc logique de penser que toutes ces vantardises sur le fait d'avoir fait pression sur de hauts responsables précis de l'administration pour me criminaliser, pour me punir pénalement parce que j'ai fait des reportages depuis l'Iran, ont déclenché cette perquisition et cette saisie illégale. Oui, et c'est l'une des accusations. Il s'agirait de discrimination fondée sur les opinions, parce que le gouvernement vous a ciblé au motif qu'elle n'aimait pas vos positions. Or, c'est illégal au regard du premier amendement. Et je pense que, vous savez, en temps normal, ce ne serait qu'une personne délirante sur Twitter, et personne ne jugerait important ce qu'elle a à dire. Mais il est assez clair que l'administration Trump suit ses consignes. Et je pense que l'un des exemples les plus inquiétants, vous en avez cité quelques-uns, est le suivant. Plusieurs enfants de Gaza, grièvement blessés, devaient venir aux États-Unis pour recevoir des soins dont ils avaient désespérément besoin. Et elle a fait pression sur Rubio pour que leur visa soit en pratique révoqué ou ne leur soit pas délivré. Je ne sais pas s'ils avaient effectivement été délivrés, mais lui, il l'a fait immédiatement. Après ça, ils n'ont pas pu obtenir le traitement aux États-Unis. Donc, il est clair qu'elle, et au vu des exemples que vous avez donnés aussi, elle a une influence considérable sur l'administration. Et Trump l'a dit. Trump a dit qu'il suivait les conseils de cette folle. Donc, je pense que c'est largement suffisant pour surmonter une requête en irrecevabilité et, espérons-le, en apprendre davantage sur la manière dont ces interventions ont influencé ses décisions. Et n'oubliez pas qu'Elon Musk a aussi relayé un tweet vous présentant, en gros, comme un traître ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a largement assez d'éléments circonstanciels pour passer à la phase de communication des preuves dans cette affaire. Elon Musk, ancien responsable de l'administration Trump, qui reste proche de Trump, qui a dirigé le bureau du DOGE, lequel a aidé les États-Unis à finalement atteindre un déficit de 40 000 milliards de dollars. Bravo à lui. Il a répondu par son habituel « Waouh » à un tweet de Visegrad 24, un compte géré depuis la Pologne, mais évidemment financé par Israël et les Émirats arabes unis, qui disait « J'ai consacré ma vie à Antifa ». Antifa, la Palestine et... D'autres absurdités, oui, c'est important. Et littéralement personne, en dehors du milieu des propagandistes israéliens rémunérés, ne s'est intéressé à mon voyage, ni ne m'a examiné d'un œil négatif. C'était clairement eux. Et cela a conduit à cette mesure extrême, après que je me suis, vous savez, poliment plié au second interrogatoire. Donc je pense qu'il y a là un problème majeur au regard du premier amendement. Cette administration est complètement hors de contrôle. Et on voit ce qu'ils font aux journalistes. Ils assignent leurs sources à comparaître. Ils envoient le FBI à leur porte. Parce que, par exemple, dans le cas de Matthew Cole, le journaliste du New York Times, il a révélé un crime de guerre commis pendant le premier mandat de Trump, au cours duquel des pêcheurs nord-coréens ont été massacrés par des Navy SEAL. Ils ont envoyé le FBI à sa porte. Je pense que ça doit cesser. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je pense que cette plainte est importante. Il ne s'agit pas seulement du 4e amendement. C'est aussi une action en justice majeure au titre du premier amendement.
Eh bien oui, c'est bien là le problème. En fait, je parlais de cette affaire avec un membre de ma famille, je ne dirai pas qui, et cette personne m'a dit « Qu'est-ce que ça peut faire? Il a juste dû leur donner ses téléphones pendant un petit moment. Et alors ?» Et moi, je lui ai répondu « Tu ne vois pas les implications. D'abord, pour les journalistes en particulier, ça a un effet dissuasif extrêmement fort. Comment peut-on voyager à l'international en ayant des informations dans son téléphone, les coordonnées de ses sources? Le gouvernement pourrait y avoir accès. Et ça a aussi un effet dissuasif sur les sources elles-mêmes. Si les gens savent que les téléphones de journalistes américains peuvent être fouillés par le gouvernement américain, cela pose des problèmes de sécurité extrêmement graves pour ces personnes. Bon, je veux dire, on sait ce que fait le gouvernement américain. J'imagine que tous ceux qui regardent le savent. Mais ce ne sont pas seulement les journalistes qui sont concernés. Les conséquences sur la vie privée de tous les Américains sont extrêmement importantes. La quantité de données que nous conservons sur nos téléphones, une si grande partie de nos impressions du moment et de nos pensées est en fait transmise dans nos messages tout au long de la journée. Nos données de localisation, nos recherches sur ChatGPT, nos recherches Google. Quiconque y a accès en sait énormément sur nous. Et cette information, c'est du pouvoir. Et les gouvernements peuvent être très malveillants, comme nous le savons tous, et utiliser ces informations pour de mauvaises raisons. Cela devrait donc inquiéter tout le monde, et chacun devrait reconnaître à quel point ce genre d'affaires est important. Et il y a eu, en fait, et c'est une affaire importante dans votre cas, l'affaire États-Unis contre Riley, une décision de la Cour suprême de 2014. C'est une très bonne décision dans laquelle la Cour suprême a dit qu'il fallait un mandat pour fouiller le téléphone portable de quelqu'un, sauf peut-être dans des circonstances extrêmes, comme une urgence impérieuse. Et c'est simplement un débat qui se poursuit sur la mesure dans laquelle cela s'applique à la frontière. Et je pense que même si Cardozo soutient votre argument dans une certaine mesure, ça ne va pas assez loin. Parce que je ne pense pas que le gouvernement devrait pouvoir fouiller votre téléphone sans mandat, ni soupçon individualisé. En tout cas, pas du tout. Même pas manuellement. Non, et c'est une grande partie du problème. Pour moi, il est évident qu'il ne voulait pas que je fasse des reportages depuis l'Iran. Oui. Vous vous souvenez quand Trump a dit que l'afflux de personnes en deuil, la tristesse dans les rues de Téhéran, je crois que c'était après, c'était pour les funérailles de... Ça a peut-être été Ali Larijani, ou peut-être juste après que Khamenei a été tué. Il y avait tellement de monde dans les rues, et il a dit que c'était de l'IA. Et je pense que les médias américains ont aussi essayé de dire que les manifestations massives de deuil après l'assassinat de l'ancien commandant des gardiens de la Révolution, le général de division Qassem Soleimani, étaient également fausses. Donc il ne voulait vraiment pas que quelqu'un ayant une plateforme comme la mienne, qui n'est pas contrôlée par les médias d'entreprise, c'est-à-dire pas contrôlée par le département d'État, s'exprime publiquement. Ils ne voulaient pas que je sois là-bas. Ils essayent de m'intimider pour m'empêcher d'y retourner. Comme vous l'avez dit, nerveux, sur le qui-vive. On essaye de me dissuader de faire quoi que ce soit, tout simplement, en tentant de me harceler chaque fois que je franchis la frontière. On l'a peut-être déjà mentionné plus tôt dans cette affaire. Mais en 2025, en janvier 2025, quand je revenais du Nicaragua avec ma famille, sans rien faire de politique, on était juste allé à la plage. J'ai été emmené pour, je crois qu'ils appellent ça un trip, un contrôle de reconnaissance des voyageurs. Et j'ai simplement été harcelé par un agent qui m'attendait dans la file, du genre « Monsieur Blumenthal, venez avec moi ». Et il m'a dit « Je vous ai vu chez le juge Napolitano ». Donc d'accord, Big Brother vous surveille, mais il ne vous surveille pas très près.
and you can't, but you're not watching very closely. And he takes me in, has me fill out a questionnaire. Et il me fait entrer, me demande de remplir un questionnaire. Et je me dis, vous savez, ce ne sont que mon adresse et mon numéro. Je pense, vous avez déjà mon numéro et mon adresse. Je vais juste le faire par politesse et par civilité. Puis il le retourne, et il y a des noms dessus, surtout des noms musulmans et arabes. Mais aussi ce qui s'est révélé être, je ne le savais pas à l'époque, le nom de naissance de Medea Benjamin, cofondatrice de Code Pink. Et moi, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Vous essayez de me recruter comme informateur fédéral. Vous essayez de me recruter comme informateur fédéral. Puis il m'a demandé, vous savez quelque chose sur ces gens? Mais de toute façon, je savais pas vraiment qui ils étaient. I didn't actually know who they were anyway. One of them may have actually been Mahmoud Khalil. This is like L'un d'eux était peut-être Mahmoud Khalil, en fait. C'était juste après l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump et juste avant qu'il lance toutes ces arrestations de détenteurs de cartes de résidents permanents. Mais c'était un acte de harcèlement et d'intimidation. Ils m'ont laissé partir, puis ils ont commencé à arrêter tous ces détenteurs de cartes de résidents permanents. Et l'un des organes de propagande qu'ils utilisaient pour les aider à identifier les détenteurs de cartes de résidents permanents, à arrêter et à expulser, c'était Canary Mission. C'est ce site de doxing, créé pour briser la vie des militants de solidarité avec la Palestine sur les campus universitaires. Il est basé à Jérusalem. Il n'est même pas américain. Et il disait à Rubio qui expulsait. Et Beitar aussi qu'ils prennent auprès de Beitar. Et Beitar, qui est désormais interdit, a été interdit par le procureur de district de New York parce que c'est une organisation extrémiste violente. Canary Mission a été l'un des premiers groupes à me cibler quand j'étais en Iran. Ils ont donc aussi de l'influence sur l'administration. Pour moi, c'est très clair. Oui, oui. Case about defending the freedom of the press, the freedom of the part of the press which still actually holds power to account, which still actually threatens power, and that's obviously not most of the press. Yes. But I think this case goes beyond me. Yeah, I mean, it's very important to the administration that people. Oui. Enfin, il est très important pour l'administration que les gens adhèrent à l'idée que le peuple iranien déteste tellement son gouvernement qu'il veut cette guerre ridicule. Enfin, je ne devrais pas la qualifier de ridicule, parce qu'elle est aussi vraiment destructrice. Mais oui. Et la plupart des journalistes, enfin, même Dropsite publiait au départ des choses affirmant que genre 50 000 manifestants avaient été tués. Oui. Oui. Enfin, ils ont changé leur version. Mais il y a très peu de journalistes sur qui on peut compter pour dresser le vrai tableau dans cette situation comme sur d'autres questions liées à notre politique étrangère. Donc, pour résumer, j'ai été attaqué là-bas par des représentants d'un gouvernement étranger. Un gouvernement qui a déclenché cette guerre en Iran, qui a manipulé les États-Unis pour les entraîner dans cette guerre de tant de façons. Et l'administration Trump a agi. C'est comme ça que je le vois. Et au cœur de tout ça, il y a Laura Loomer. On ne sait même pas qui sont ses clients. Est-ce Brad Parscale, qui représente l'État d'Israël en tant que lobbyiste officiellement enregistré et qui paie tous ces influenceurs, dont on ne connaît pas l'identité? Ils ne sont même pas réellement déclarés au titre du Farah. Ou alors est-ce simplement, disons, un milliardaire pro-Israël comme Bill Ackman? J'ai vu Laura Loomer dire à Bill Ackman à quel point elle se souciait de sa fille, qui a traversé un problème de santé. Enfin, c'est quelqu'un qui se moque actuellement de Tulsi Gabbard à cause du cancer de son mari. Alors pourquoi exprimerait-elle de l'empathie envers quelqu'un, à moins que, vous savez... Cette personne est très riche et pro-Israël. Et il me déteste personnellement, parce que j'ai révélé la retraite secrète qu'il a tenue dans les Hamptons avec Charlie Kirk. Wow. Donc maintenant, tout s'éclaire pour moi. Et nous verrons si un tribunal reconnaît les arguments fondés sur le 4e et le 1er amendement. Mais je ne vais pas me laisser faire. Et je ne pourrai pas mener ce combat sans l'aide de l'ADC,
l'American Arab Anti-Discrimination Committee, dont vous êtes le nouveau président. Merci d'être un véritable défenseur de la liberté d'expression. Thank you for being a true free speech warrior. Oh, merci.